Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dialogue politique, où es-tu? 10 jours après la suspension des travaux du dialogue inter-togolais, les Togolais sont sans doute entrés dans une période de doute après la vague d'espoir née des images que les acteurs politiques avaient envoyées, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Justement, de la ville de Lomé, peut-il venir quelque chose de bon? Comme à propos de Nazareth, ville natale de Jésus-Christ, Kodjo comme Philippe devrait répondre à Kwacha comme Nathaniel. L'ancien thème vient et voit. Malheureusement, les Togolais ne voient pas pour l'heure rien poindre à l'horizon. Dimanche dernier, ils ont appris que le dialogue devrait continuer en séance délocalisée au Ghana. Dans la semaine, les frontières ont été brusquement fermées. Le dialogue devrait du coup se contenter de son quartier général à Lomé. Depuis le vendredi 23 février, l'opposition a abondamment communiqué. Elle serait d'ailleurs partagée entre deux options, reprendre les marches ou tenir des meetings. Le pouvoir, lui, a abondamment gardé le silence. Il ne serait pas divisé sur l'option de préparer les prochaines consultations électorales. Il vient de faire élire les présidents de plusieurs commissions électorales nationales indépendantes. La trêve est-elle finie? Le Togo va-t-il renouer avec les traditionnelles activités politiques? La crise politique togolaise est venue réveiller ou renforcer le malaise social. Les écoles du Togo, l'administration et les centres de soins du pays s'essaient activement au mouvement de débrayage. Malin celui qui sait le nombre total d'heures de grève que le Togo a enregistré depuis le début de cette année. Mais qu'est-ce qui fonde les multiples combats des syndicats du Togo? Pourquoi la crise sociale traverse-t-elle allègrement le temps sans trop de dégâts pour les populations traumatisées et démunies face à une arme dont l'utilisation est devenue quotidienne au Togo? Le gouvernement est-il dépassé? En plein mandat social, Fagna Singbe a-t-il des solutions miracles pour les travailleurs? En 6 mois, le chef de l'État est allé à plusieurs reprises au contact des Togolais. Il a lancé dans le même temps plusieurs projets. Après Diagbé, il s'est rendu au nord, près des frontières avec le Burkina Faso. Sans franchir les postes, il a, au nom du peuple togolais, présenté les condoléances au peuple burkinabé, frappé une nouvelle fois par une attaque à main. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30. Nos invités sont Dr Ati Wala du Saint-Fort et Madame Nadouvi Lawson de la STT. Les numéros de l'émission sont 22 46 19 05 et 96 50 34 37. Le technicien est Romaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour Monsieur Pierrot Atiobé. Bonjour Monsieur Pierrot Atiobé, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Madame Nadouvi, ça fait belle lurette. La dernière fois que je vous ai vu, ça doit remonter autour des années 2013-2014. Oui, c'est ça. C'est au moment où la STT était en plein dans ces mouvements. Qu'est-ce que vous deveniez depuis? Qu'est-ce que nous devenons depuis? Nous avons voulu emprunter la voie de la sagesse auquel tout le monde nous appelait à l'époque, en 2015, plus particulièrement depuis le 8 avril 2015. Nous avons voulu emprunter la voie de la sagesse qui est celle du dialogue. Et nous avons décidé ensemble d'aller à la table de négociation, continuer le reste de notre plateforme de manière consensuelle et de manière sereine. Mais force est de constater que pendant 3 ans, nous avons été effectivement à la table de négociation, mais aucun résultat n'est sorti concret pour que nous puissions rendre compte à la base qu'ils nous avaient envoyée là. Donc, de guerre lasse, nous avons convoqué la base, nous leur avons dit, bon, ça fait 3 ans et que nous n'avons pas de résultat, parce que parmi nous, il y a plein qui tiennent qu'il y a une certitude absolue dans les rangs de la STT, sinon des travailleurs de manière générale au Togo, qu'on n'obtient absolument rien si ce n'est pas le mouvement de grève. Nous allons voir dans les prochaines minutes ce qui se fait depuis le réveil ou le retour de la STT au devant de la scène. Docteur Atiwala, comment allez-vous? Ça va, merci. Nous avons appris que vous êtes affecté au CHU campus, je ne sais pas si c'est vrai. C'est un épiphénomène, je pense que oui, je suis fonctionnaire de l'État, donc c'est partout, besoin sera sur l'étendue du territoire. Donc les autorités ont jugé nécessaire de m'envoyer créer un service au CHU campus. Je pense que c'est un challenge que et les autorités et les agents de santé, et, même la population doit nous aider à relever. On va créer un service, en fait, ce que nous avions appris, je ne sais pas si c'est vrai, vous confirmez, vous infirmez.
Et vous êtes venu au campus et vous n'avez pas de bureau. En fait, c'est ce qui est dit que vous devez construire ou bien vous devez vous trouver un bureau. Est-ce que c'est vrai? Mais encore une fois, je ne souhaiterais pas que nous nous étalions beaucoup sur Mais est-ce que c'est vrai quand même? Oui, comme n'importe quel fonctionnaire, j'ai été affecté au CHU Campus pour servir là-bas. Sauf que actuellement, il n'y a pas encore un service de traumatologie orthopédie et les coulisses sont en cours pour que ce service soit créé. Bien. Puisque vous ne voulez pas trop en parler, et ce que nous avons appris, en fait, pour nous, dépasse l'entendement. C'est pourquoi nous avions voulu commencer par là. Puisque vous n'avez pas voulu vous étaler là-dessus. Je ne sais pas que finalement vous avez trouvé les sous vous-même pour pouvoir les faire. Je sais pas. Non, il n'y a pas encore un service de traumatologie orthopédie au CHU Campus. Mais je suis plutôt dans une logique de faire en sorte que cette décision politique qui a été prise soit réalisée. C'est-à-dire que au CHU Sylvanus Olympio, nous avons un service de niveau universitaire pour prendre en charge les blessés. Il est tout à fait normal qu'au CHU Campus, il y ait un autre service pour désengorger celui du CHU Sylvanus Olympio. Alors, les choses sont telles que prendre une décision, c'est un acte. La réaliser, c'est tout autre chose. Parce que là, il faut qu'on passe à l'étape de la réalisation, c'est-à-dire de la construction d'un service d'orthopédie traumatologie capable de donner les soins adéquats et puis de former aussi. Parce que c'est un service universitaire, c'est-à-dire qui ne donne pas seulement les soins, qui fait de la recherche, mais qui forme aussi. Nous avions décidé de vous inviter parce que à un moment donné, vous aviez fait l'actualité dans ce pays, la STT, le Synfot et d'autres syndicats. Et nous avons décidé de vous inviter aussi parce que certains Togolais, à un moment donné, par rapport à ce qui se passe sur le plan politique, ont pensé que si les Togolais n'avaient pas soif, s'ils sont bien soignés, si les Togolais ont des hôpitaux de qualité, si les Togolais ne sont pas frustrés, ils répondraient moins aux appels des acteurs politiques. Nous verrons au cours de cette émission si les Togolais sont véritablement nantis, s'ils ne sont pas quelque part tristes chez eux. Avec vos réponses, on mesurera ce degré tout à l'heure. À un moment donné aussi, on vous avait conjugué au passé, vos deux structures. Personne n'a su pourquoi vous êtes réveillés. Nous avons jamais été conjugués au passé. Hein. Certains. Non, écoutez, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les travailleurs à la base et il y a ceux qui animent la vie des organisations. Et ceux qui animent la vie des organisations, ils ont vraiment la responsabilité de savoir lire entre les lignes. Vous avez, dans votre introduction tout à l'heure, dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. La grève devient banale. En réalité, on ne devrait pas y arriver à la grève. Déjà, la menace du préavis devrait amener les acteurs sociaux à s'asseoir et à discuter. Et amener une discussion constructive qui débouche sur un accord parti. Parce que lorsque dans un pays comme le nôtre, on arrive à banaliser la grève, et que la grève devienne une habitude, c'est très dangereux. Surtout dans un secteur aussi sensible que celui de la santé. Les malades qui n'ont pas été soignés durant les périodes de grève, ils portent des séquelles. C'est pas toujours facile de gérer ces séquelles, hein, même si la grève s'arrête. Vous voyez un peu? Donc, il faut vraiment que nous fassions attention. Ceux qui, entre-temps, ont pensé que ce soit le Synfot ou la STT à laquelle le Synfot est affilié sont morts, mais qui c'est de juge? Ils se sont trompés. Nous, au niveau de la santé, dès que le ministre actuel a été nommé, nous sommes allés le voir pour lui dire nous le soutenons, nous l'accompagnerons dans sa mission. Nous avons observé pendant 2 ans et demi. Et aujourd'hui, tout le monde peut se faire une petite idée du bilan que nous pouvons avoir. Donc c'est pas... J'aimerais apporter un petit plus à ce que le camarade vient de dire. Ben, il est vraiment paradoxal quand même au Togo. Quand vous êtes en mouvement, les gens vous disent vous aussi allez au dialogue, allez au dialogue. Quand vous allez au dialogue, on vous traite de mort. Bon, à quel moment on est actif, à quel moment on ne l'est pas au Togo? Quand on est sur le terrain, vous dites qu'on en fait trop. Quand on dit d'aller au dialogue tranquillement, on va au dialogue. Et puis, dans la période là, on nous traite de mort bien d'inexistant. C'est ça que moi, je ne comprends plus à un moment donné. Mais entre-temps, comme il a dit tout à l'heure, la STT n'est pas restée les bras croisés depuis les 3 ans. Nous avons toujours été vers les infrastructures, les premiers responsables des services. Quand il y a des problèmes concernant des groupes de travailleurs, un peu partout, ceux qui sont ralliés à la synergie. Nous avons fait tout ça là, on a eu à régler des problèmes dans les départements jusqu'à ce jour. Donc je ne comprends pas, c'est parce que nous ne sommes pas dans les rues. Pendant qu'on y était, on nous disait d'aller dialoguer. On a choisi d'aller dialoguer, on nous traite de mort ou bien d'inactifs, je ne comprends rien. Alors que les Togolais nous fassent la part. Hein. Vous êtes réveillé
c'est ce qu'on a constaté, et sans doute que vous portez beaucoup de revendications, et on ne juge pas les assemblées générales qui ont eu lieu ces dernières semaines. Est-ce que c'est les mêmes revendications qu'il y a quelques années, Madame Nadou Wilson? Je suis désolé pour la plupart. Les 3 points que nous revendiquons aujourd'hui étaient déjà sur notre plateforme en 2012-2013. Le doublement de la valeur indiciaire, la restauration de l'indemnité de départ à la retraite, les statuts particuliers, tout c'était là. Et qui plus est, en 2015, quand nous avons fait notre tour de service public de qualité, nous avons relevé d'autres problèmes dans toute l'administration qui sont des dysfonctionnements graves, qui bloquent le fonctionnement normal de l'administration publique. Et nous avons fait tout un cahier avec un exposé de motifs joints que nous avons déposé sur la table du gouvernement depuis 2016 jusqu'à ce jour. Rien n'a été fait concernant tout ce cahier. Bon, entre-temps, une partie a été fondue avec la plateforme des centrales syndicales pour en faire une plateforme de la table de dialogue que nous devons suivre. Mais on suit depuis déjà plus de 2 ans, on n'a rien. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur l'appel de la base, nous sommes obligés d'aller rendre compte. Et le compte rendu a fini par donner encore sur l'ouverture d'un mouvement. Quand vous dites que rien n'a été fait, et rien, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que sur tout ce que vous demandez, l'autorité n'a absolument rien fait. On n'a rien fait, tout ce que nous avons vu, parce que rien ne venait. Nous n'avons vu que le réveil des secteurs. La plupart des secteurs déjà qui font partie, qui ont rallié la STT, chacun s'est réveillé pour aller revendiquer ce qui lui tient vraiment, qui l'empêche de travailler dans son secteur, d'aller le revendiquer sur le terrain. Donc à un moment donné, il va falloir bien que la STT retourne rendre compte de ce que nous avons fait. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi la STT? Qui vous représentez? Qui vous rassemblez chez vous? La STT, c'est une centrale syndicale. Et comme telle, elle rassemble tous les syndicats des travailleurs de tous les secteurs publics, privés, économie informelle, qui veulent bien se rallier à elle. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un très grand nombre de syndicats de l'administration publique qui sont ralliés à la STT. Mais nous avons aussi des parents, nous avons aussi de l'informel, et nous avons aussi les secteurs, voilà, les trois, c'est les grands. Privés, voilà. Les secteurs privés, c'est lui que je n'avais pas appelé. Les secteurs privés qui sont ralliés à la STT. Donc, à chaque fois que les syndicats de ces secteurs nous font appel, nous allons dans leur domaine pour aller voir avec eux et chercher des solutions ensemble à leurs problèmes. Voilà. Ça, c'est pour les revendications au niveau de la STT, au niveau du SYNFOT. On sait que vous aussi, vous portez des revendications. Est-ce qu'elles ont évolué? Elles n'ont pas évolué. C'est la constance. Hein. Dans ce que ma camarade vient d'exposer tout à l'heure, c'est exactement ça qui se passe également au niveau de la santé. Au niveau de la santé, nous avons des problèmes d'insuffisance du personnel. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les ratios aujourd'hui, quand je parle de personnel, c'est toute la chaîne de soins, hein, composée des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des kinésithérapeutes, tout ce que vous voulez, des psychologues de la santé, tout ce que vous voulez. Lorsque vous prenez les ratios aujourd'hui, nous sommes en sous-effectif, largement. Et ça fait que dans les formations sanitaires, les gens subissent le travail. Le travail devient de plus en plus pénible. Ajoutez à cela, la majeure partie, la grande majorité de ce personnel qui tourne autour de 5000, 5500 aujourd'hui, n'a pas un statut clair. C'est des gens qui sont soit recrutés par les hôpitaux, soit recrutés par les collectivités locales, pour lesquels le gouvernement avait déjà pris l'engagement en 2012 de veiller à ce qu'ils soient intégrés de façon progressive à la fonction publique, et qui n'a jamais été respecté. Donc ces gens-là, certains malheureusement parmi eux, ne peuvent pas aspirer à une retraite paisible demain. Voilà un peu le problème concernant le personnel. Et ajouter à cela, au centre médico-social de Bekota, il y a 9 de nos camarades qui ont été abusivement licenciés depuis le mois de mai, qui sont chez eux à la maison, qui sont sans salaire. Nous demandons que ces irrégularités soient réglées. Vient ensuite le problème des infrastructures. Aujourd'hui, tout le monde sait l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux. Quand je parle d'infrastructures, c'est d'abord les infrastructures mobilières, ensuite immobilières, et puis en équipement. Nous avons besoin de tout cet ensemble pour pouvoir remplir notre mission de redonner plus ou moins la santé aux malades. Là, je suis dans le domaine curatif.
Je ne parle pas du tout de ce qu'il faut faire en amont dans le préventif. Je suis dans le curatif. Nous avons beaucoup parlé de Lomé, mais déployez-vous un peu à l'intérieur du pays pour voir comment les gens se démerdent, les gens se débrouillent pour essayer de donner la santé aux Togolais. Monsieur Pierrot Atiegbo, est-ce que vous avez fait un tour au CHU Kara? Non. Ce centre de santé porte un nom, Centre hospitalier universitaire de Kara. Il n'a pas le niveau d'un hôpital préfectoral. C'est-à-dire? Je pèse bien mes mots. C'est-à-dire? Je dis, le centre hospitalier universitaire de Kara n'a pas le niveau d'un hôpital préfectoral. Il n'a pas le niveau d'un hôpital régional ou de périphérique en France. C'est-à-dire que quoi? Vous allez au CHU Kara aujourd'hui, vous avez un service de chirurgie. Dans le service de chirurgie du CHU de Kara, il y a combien de blocs opératoires? Ils ont combien d'équipements? Je ne vais pas citer les équipements spéciaux qu'il faut pour prendre en charge les affections chirurgicales. Ça se multiplie dans les différents services. Vous allez dans le service d'imagerie, mais il y a cela quelques années, on nous a installé un scanner là-bas. Nos collègues du service d'imagerie là-bas transportent les malades dans leur voiture pour aller leur faire le scanner à Djougou au Bénin. Je préfère parler plutôt de l'intérieur pour que les gens se rendent compte de la réalité qu'on vit sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut continuer par travailler dans ces conditions? Oui, mais en fait, ce qui est choquant dans votre réponse, c'est quand vous parlez de Kara en ce thème-là, qu'en est-il des autres régions? Puisqu'on sait très bien que ce n'est pas un secret que quand même Kara, après Lomé, est présentée comme une ville relativement acceptable en termes de normes. Mais là, si c'est comme ça à Kara, c'est comment à Dapan, à Sokodé, à Tabligo, à Vogan. Vous allez déprimer. Vous allez déprimer. Vous allez à Kouniaou, vous allez à Tomébé, vous allez à PME, à Tigba. Mais, monsieur Pierrot, vous allez déprimer. Parce que dans les formations sanitaires, les gens n'ont même pas l'électricité en permanence. Pour sauvegarder, pour maintenir dans une température convenable certains intrants. Vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas les antiseptiques pour faire les soins. Entre-temps, il a circulé sur les réseaux sociaux qu'à Kouniaou, c'était de l'eau de Javel diluée que les gens utilisaient à la place de l'alcool. Mais c'est dans ces conditions que nous travaillons. Mais il faut marquer une pause. Il faut marquer une pause, construire les hôpitaux et doter le personnel de statut pour qu'on puisse repartir de bon pied. Mais il n'y a pas très longtemps, un ministre togolais faisait un terme de comparaison quand on parle de politique, que le Burkina c'est le Burkina, la France c'est la France, ou que d'autres pays c'est les autres pays. Mais en termes de santé, est-ce qu'on peut faire aussi des comparaisons, que le Togo soit si particulier? Parce que là, ce que vous décrivez, quand vous faites la comparaison entre les structures sanitaires de l'intérieur du pays avec la France, vous ne les classez même pas en catégorie de préfecture ou de région là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un danger là pour les populations? Danger, il est permanent. Il est permanent. Il plane sur nos têtes à nous tous. Aujourd'hui, excusez-moi, si quelqu'un fait un accident grave et il a un problème au cou dans la région septentrionale du pays, c'est pas celui qui va arriver vivant à Lomé. Pourquoi? Parce que le transport lui-même était un problème. Pour un malade de ce genre, il faut déjà gérer correctement le transport. Le transport se fait par quoi? Par une ambulance médicalisée. C'est-à-dire que dans cette ambulance, il y a du matériel pour permettre de maintenir sa vie jusqu'à destination à Lomé. Pour que l'hôpital puisse prendre le relais. Cette chaîne n'est pas là. D'ailleurs, c'est pas que ce sont des confrères que je vais citer leur nom. Paix à leur âme. Le professeur Folion, il a laissé sa vie l'année dernière. Mon maître, le professeur Bakondé, a laissé sa vie. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Est-ce que nous avons pu la transporter dans des conditions convenables? C'est ça les questions. Alors, votre question est de savoir, est-ce que nous pouvons nous comparer avec les pays de la sous-région? Sur quel plan? En Côte d'Ivoire, les hôpitaux poussent tous les jours. Au Ghana, les hôpitaux poussent tous les jours. Au Bénin, vous avez écouté le président Talon, qui a dit que quoi? Lui va mettre un terme au quoi? Aux évacuations sanitaires. Et qu'il a l'ambition de construire à Cotonou un centre de référence régional. C'est vrai que ça reste une parole politique. Mais déjà la volonté y est. N'avons-nous pas le droit au Togo de rêver de ça? De rêver à ce qu'on nous construise de nouveaux hôpitaux? Qu'on nous équipe?
pour que nous aussi, un jour, nous puissions publier le bulletin de santé de nos autorités. Nous verrons dans quelques instants avec vous quel est votre rêve d'un hôpital de référence pour le Togo. Mais Madame Narouvi, vous étiez à l'Assemblée Générale vendredi. Qu'est-ce qui a été décidé? Merci beaucoup. Comme vous le savez déjà certainement, nous avons commencé les mouvements et en Assemblée Générale le vendredi, il n'y avait pas de résultat donné. Nous n'avons pas été reçus par le gouvernement ni par le ministre de la Fonction publique. Rien n'a été dit sur notre plateforme. Donc nous avons rendu compte aux camarades qui ont décidé de reprendre les grèves cette semaine-ci pour 3 jours au lieu de 48 heures comme nous l'avions déjà observé 2 fois de suite. Donc pour mercredi, jeudi et vendredi prochain. Donc ce sont les décisions qui ont été prises par l'AG de vendredi. Tantôt on parlait de grève qui devient banale au Togo. Visiblement, c'est un peu comme si aujourd'hui... je ne sais pas, dans mon introduction, je l'ai dit, on ne sait pas combien d'heures de grève ont été déjà enregistrées par le Togo. Je ne sais pas si vous vous êtes essayé à cet exercice-là, mais est-ce que tous les jours, il doit y avoir une grève dans un secteur d'activité au Togo? Est-ce que c'est pas finalement non, ce n'est pas l'idéal, hein, Pierrot, ce n'est pas l'idéal. On ne doit pas être dans un pays en train de faire des grèves alors que tous les problèmes qui sont cités sont des problèmes qui datent des années. Ce sont des problèmes autour duquel on peut s'asseoir et dire voilà, on va agir de cette manière. Et même si on n'a pas tout l'argent nécessaire, nous ne sommes pas des toqués. On comprend, on disait bon, on peut commencer ici, la prochaine fois on suit par celui-ci. Et puis on fait un chronogramme rigoureux, chacun s'en tient à sa place et on l'exécute. À partir de là, tout le monde sait que c'est comme ça, même si le problème naît. On sait que si on y va, on va le réduire, on va le traduire et le résoudre par ce biais. Le problème est réglé. Mais pourquoi est-ce qu'on va nous dire, venez à la table, on va à la table, on nous convoque 2 jours après, on dit que non, la réunion ne tient plus, vous y allez, pendant 1 an, 2 ans, rien ne sort, les problèmes persistent, vous êtes dedans, vous souffrez, et on vous dit de ne rien dire. Mais c'est ça qui rend les grèves récurrentes. Moi ici, je suis une adepte fervente du dialogue. En toutes choses, je sais que quel que soit ce qu'on va faire, il va falloir à un moment donné s'asseoir et discuter, trouver les solutions. Mais au Togo ici, si tu as cette foi, tu vas rester sur ta propre foi. Ta foi va devenir vaine. Parce que la foi sans action, ce n'est plus une foi. Donc quand tu y vas et que rien ne sort de ce dialogue, qu'est-ce que tu peux bien dire aux gens? Moi, il faut demander aux camarades de la STT tous les pieds et mains que j'ai fait en 2015 pour que les camarades puissent accepter qu'on aille dialoguer pour le reste. Aujourd'hui, je suis devenue une hurluberlue aux yeux des camarades parce que j'avais prôné cela et rien n'est sorti. On a juste reculé. La situation s'est empirée. On a souffert pour rien du tout. Mais c'est désolant. Quand c'est comme ça, la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement l'administration togolaise, est-ce qu'elle est performante? Puisque là, si les gens grèvent, si les gens ne sont pas motivés, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle administration? Mais ce qu'on a aujourd'hui, si vous allez dans l'administration togolaise, commencez demain à partir de 7 h déjà, faites le tour. Si vous allez voir les camarades au service à 7 h, or l'heure d'ouverture de l'administration c'est de 7 h à midi. Et de 14h30 à 17h30. Allez-y sur le terrain. D'abord, à 7h, vous allez voir les gens. Et à partir de quelle heure vous allez commencer à voir les gens venir? Quand vous leur demandez, tel va vous dire qu'il habite jusqu'au fin fond de l'Egbasito de quelque part, sa moto est gâtée et il n'a pas les moyens de le réparer. Il s'est fait remorquer avec 100 francs en poche pour venir s'arrêter quelque part, il a fait le reste à pied. Est-ce que tu vas entendre? Va vérifier, c'est justifié. Mais à cette personne-là, tu vas lui dire de venir quand au service? Il peut se réveiller à 5 h, à un moment donné, il sera fatigué et il sera obligé de s'arrêter pour se reposer avant de revenir, avant de venir. Et forcément, il sera en retard. Donc, voilà. Au-delà des heures qui ne sont pas observées, allez voir maintenant le travail qui est donné, le travail qui est fait. Il y en a plein là-bas qui ne savent même pas pourquoi ils sont engagés. On leur a donné un bureau. Ils sont assis, de temps en temps, on leur donne du travail. Ils font le travail. Est-ce que c'est ça qui doit être fait? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche, on attend d'eux? Il ne sait pas. On lui a dit de faire d'une manière, il a fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mission claire. Les gens qui sont là ne savent pas concrètement ce à quoi servent leur poste, ce qu'il faut en sortir et de quelle manière, et dans quel état, quelle performance.
et quelle est la compétence qu'ils doivent utiliser là-bas pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Ils ne le savent pas. Maintenant, quand vous, au-delà de ça, quand vous allez maintenant dans leur propre organisation, à l'intérieur, les services publics, comment ils sont organisés? Quel est l'usager aujourd'hui, quand il se lève ce matin, il a un besoin d'un service public, il sait clairement dans sa tête où il doit se trouver. À qui il doit aller s'adresser et comment il doit faire pour l'obtenir. Rares sont les services qui sont ainsi. Vous voyez, nous n'avons... Si on prend tous les paramètres d'un service public, quand vous rentrez là-dedans, vous n'avez pas ça. On n'a pas la performance, on ne fonctionne pas encore comme des services publics de qualité. C'est ce à quoi je nous aime. La STT a appelé toute l'administration depuis 2016 jusqu'à ce jour. Mais vraiment, ce n'est pas ça. Demandez aux usagers. Nous-mêmes, nous sommes dedans, nous savons ce qui se passe. Je ne sais pas si la question qui doit suivre, je ne sais pas si je dois encore la poser, qui porte sur la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, toute conscience est soutenue par quelque chose. Quand tu as la conscience professionnelle, pousser à un moment donné et que tu te lèves le matin, il n'y a vraiment rien dans ta porte. D'abord, tu as marché, quelqu'un t'a remorqué, tu es venu. Toute la journée, tu es resté à jeun, tu es resté là et tu attends. Le soir s'approche et tu ne sais pas comment faire pour retourner. Et que quelqu'un vient dans le coup. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Ta conscience, elle est élevée. Tes enfants, tu les regardes à la maison, ils n'ont absolument rien. Quand tu vas rentrer, papa, qu'est-ce qu'on a à manger? C'est la question qu'il va te poser. Tu ne trouves personne à côté de toi pour ceux qui prendre 1000 francs. Quand un usager vient te dire, monsieur, j'ai 5000 francs, j'ai besoin de tel service, c'est vrai que tu vas hésiter, mais je ne puis pas croire que cette hésitation va durer toute la nuit. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ça? Non, en fait, arrêtons-nous à ça. Je ne sais pas si c'est la même situation chez vous, parce que vous avez en charge la vie des hommes. Est-ce que c'est la même situation que vous vivez? C'est exactement la même chose. Dans tous les secteurs, c'est exactement la même chose. Mais cette question de conscience professionnelle est une question importante. Hein. C'est vrai, nous vivons dans un pays où tout est difficile. Actuellement, tout est compliqué. On ne peut pas continuer longtemps comme ça. Si nous continuons comme ça, ça veut dire que nous ne savons pas là où nous voulons aller. Ça veut dire que nous mettons même en péril ce que nous avons en commun dans le pays. Quand un citoyen de base, ne peut pas avoir accès aux services publics, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Alors, avant qu'on nous pose la question de conscience professionnelle, parce que si vous ne mettez pas le travailleur dans des conditions qu'il faut, vous ne pouvez pas le contrôler. Hein. Vous ne pouvez pas le contrôler. Si vous ne lui donnez pas ce à quoi il a droit en termes de traitement salarial, vous ne le mettez pas dans les conditions appropriées pour qu'il puisse faire un bon rendement, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est ce qui se passe actuellement au Togo. Mais pourtant, il y a eu les états généraux de l'administration publique. En 2006. En 2006. Moi, je n'étais pas encore. Mais Mme Nadoué a participé. Et ces états généraux ont fait des recommandations. Si on vous lit ces recommandations, c'est magnifique. Aujourd'hui, on peut faire le bilan, on peut s'amuser à faire le bilan de ces recommandations pour voir. Je vais reculer un peu dans l'histoire. En 2006, il y a eu le dialogue social qui a abouti à l'accord tripartite. De 125 engagements. 125 engagements. On en est où aujourd'hui par rapport à ça? Dans la même période que la PG, visiblement, en fait... C'est nous qui avons débuté, le dialogue social qui avait débuté. Parce que après l'accord politique, il a fallu un accord social. Il a fallu un contrat social pour qu'il y ait l'apaisement dans le pays, afin que le pays puisse marcher. Et c'est sur la base de cet accord-là que la paix sociale est revenue. Aujourd'hui, on peut s'amuser à faire le bilan pour voir quel a été le respect de la parole donnée. Mais il y a une similitude là que je ne comprends pas. En 2006, il y a eu un accord social et puis il y a eu un accord politique. En 2018, il y a beaucoup d'agitation, 2017-2018, autour de cet accord politique et visiblement autour de cet accord social. Là, il y a problème. Ça veut dire que quelque part, au Togo, il y a un problème qu'il faut régler. C'est clair qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous sommes en crise. Nous sommes en crise multifactorielle. Elle n'est pas que politique. Sur le plan social, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas très longtemps, on a regardé, pour ceux qui ont l'habitude de regarder la télévision internationale, on a regardé un reportage tourné par TV5, un petit reportage consacré
au CHU Sylvanus Olympio, il y a, c'est vrai, beaucoup de Togolais et qui n'ont pas l'habitude d'aller au CHU parce qu'ils ont la possibilité de se faire évacuer à l'extérieur, de se faire soigner à l'extérieur du pays. Il y a d'autres qui ont la chance d'avoir de l'argent pour aller dans les cliniques privées. Mais vous qui vivez là et travaillez au CHU Sylvanus Olympio il n'y a pas très longtemps, est-ce que brièvement vous pouvez nous dire ce que c'est, ce centre? Non, le centre Sylvanus Olympio, c'est quand même un centre qui c'est le plus grand en termes d'infrastructure dans le pays. C'est le plus grand également du point de vue niveau de soins, parce que lorsque toutes les situations sont compliquées dans le pays, c'est là-bas qu'elles atterrissent. C'est également le plus grand en termes d'effectifs de personnel qui y travaille. Donc ce centre, c'est le centre de référence nationale. Que ce soit pour les affections médicales, les affections chirurgicales, les affections pédiatriques, les affections gynécologiques, obstétriques. C'est vraiment le centre de référence. Quand ça se complique ailleurs, ça doit se terminer là-bas. On doit amener le malade là-bas pour que les soins, parce que c'est des collèges de médecins là-bas qui décident des soins des malades. Aujourd'hui, la situation est telle que le minimum pour administrer les soins est difficile à acquérir. Si vous allez dans les services d'aide au diagnostic, vous allez dans les services de laboratoire où les prises de sang doivent être faites pour examiner les éléments du sang et voir si tout se passe bien. À certaines heures de la journée, il y a des examens qu'on ne peut pas vous faire. Et je parle du centre de référence nationale. C'est-à-dire que si vous venez à une heure malchanceuse, on ne pourra pas vous faire ces examens de base. C'est quoi l'heure malchanceuse? C'est-à-dire, vous êtes arrivé à une heure où les machines qui permettent de techniquer le prélèvement à faire ne peuvent pas le faire. Parce que si on technique, on ne pourra pas le lendemain travailler. Voilà un peu. Ça veut dire que ces machines ne sont pas en nombre suffisant, il n'y a pas les réactifs en nombre suffisant, il n'y a pas le personnel en nombre suffisant. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est là que se situe le problème. Je continue avec les services d'aide au diagnostic. Vous allez dans les services de radiologie, les appareils de radiologie, il y en a au moins 5. Mais très peu sont fonctionnels. Je ne vais pas parler de scanners, parce qu'il y a des choses plus importantes que les scanners. Vous allez au service de réanimation polyvalente, il n'y a pas de respirateur. Le respirateur, c'est cette machine qui permet de maintenir en vie quelqu'un, de l'aider à respirer, celui qui a des difficultés à respirer, de l'aider à respirer. Parce que si vous ne respirez pas, vous n'avez pas de l'oxygène. Sans oxygène, l'organisme ne peut pas fonctionner. C'est un peu ça. Lorsque vous allez en pédiatrie, c'est compliqué. Les enfants sont empilés comme des tomates dans le matelas. Dans les réanimations de pédiatrie, c'est exactement la même chose. Vous venez au CHU Campus, la situation est pareille. Il a décédé à peine un an. C'est comme ça, M. Pirouati. Oui, mais en fait, attendons un peu sur la pédiatrie, hein, ou bien la maternité, parce que là, vous parlez des enfants qui sont empilés, et je ne comprends pas. Non, c'est-à-dire que, comment ça se passe dans une salle d'hospitalisation? Vous avez un malade par lit. C'est-à-dire que vous devriez avoir un enfant par lit. Mais si vous allez en pédiatrie au CHU Sylvanus Olympio, il n'est pas rare d'avoir 4-5 enfants par lit. Malade? Malade. Il n'est pas rare de l'avoir. Parce que quoi? Il n'y a pas de place. Cet hôpital a été conçu dans les années 1950. 1950, avant les indépendances. Avec quelle démographie? Aujourd'hui, nous sommes à 7 millions, dont 2 millions à Lomé et ses environs. Il n'y a pas eu de travaux d'extension de cet hôpital. Pourquoi on ne peut pas penser construire de nouveaux hôpitaux? Mais il y a une situation que beaucoup de Togolais ne comprennent pas. Et votre ministre de tutelle, c'est un de vos collègues, n'est-ce pas? Sur le plan académique, c'est un de mes maîtres. Oui, mais en fait, il connaît l'hôpital. Bien entendu, puisqu'il y travaille depuis des dizaines d'années. Oui, mais quelque part, est-ce que c'est lui qui ne rend pas compte, je ne sais pas si le chef de l'État, Fonia Singbe, ou le Premier ministre, je ne sais pas s'ils connaissent l'hôpital, je ne sais pas s'ils sont déjà allés au CHU. Est-ce que vous savez, est-ce qu'ils sont déjà allés? Non, mais, ils connaissent le non, CHU? mais notre ministre actuel travaille au CHU. Non, mais en fait, je parle de ceux qui décident. Non, moi, je n'ai pas connaissance qu'une autorité comme le chef de l'État ou le Premier ministre soit venu de façon officielle au CHU Sylvanus. Est-ce que ce n'est pas dû aussi à ça? Peut-être qu'ils méconnaissent la situation réelle de ces centres-là. Est-ce que ce n'est pas peut-être dû aussi à ça? Non, mais le ministère est là pour exécuter l'action du gouvernement et rendre compte. En réalité, c'est ce qui doit se passer. Et s'il y a beaucoup de bruit dans le secteur, je pense que les autorités doivent descendre sur le terrain pour vraiment s'imprégner de la réalité.
Attendons un peu maintenant sur les réactions des autorités, puisque c'est ces autorités-là qui peuvent prendre des décisions vis-à-vis de vos revendications. Et nous avions appris il n'y a pas très longtemps que vous aviez sollicité plusieurs entretiens ou que vous aviez écrit et que vous n'aviez pas eu de réponse. Je ne sais pas si jusqu'à ce dimanche, avant de venir à l'émission, vous avez eu peut-être un coup de fil, une réponse à vos différentes sollicitations. Malheureusement, non. Malheureusement, il n'y a aucune réponse, aucun signal en provenance des autorités. Et tant que cette situation va être ainsi, je ne pense pas que le mouvement social va s'arrêter. Vous, au niveau de Saint-Faute, tantôt, Madame Nadouvi parlait de nouvelles grèves pour la semaine prochaine. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la même dynamique d'aller encore en débrayage dans les prochains jours? Toute l'administration publique a décidé de se rallier et de se mettre dans le creuset de la synergie des travailleurs du Togo. Pour que ça soit coordonné, pour qu'il n'y ait pas de mouvement ça et là, pour que la centrale puisse chapeauter toutes les revendications. Donc cela veut dire que mercredi, jeudi, vendredi prochain, les centres de soins du Togo vont tourner encore ralenti? Exactement. Mais quand ça se passe comme ça, comment se débrouillent les malades? Honnêtement, je préfère ne pas y penser. Je préfère ne pas y penser parce que lorsque j'y pense, c'est compliqué. Je préfère ne pas y penser. Oui, il faut y penser parce que sans doute que certains vont mourir parce qu'il n'y a pas de soins. Oui. Monsieur Togo, je ne vous coupe pas la parole. Déjà en temps ordinaire, les gens meurent. Déjà en temps ordinaire, nous perdons des malades que nous aurions pu sauver. Du moins en mettant en œuvre des moyens de soins. Alors, on ne peut pas nous dire que c'est en période de grève que les gens vont... Les gens meurent déjà. Nous vivons déjà une situation de sinistre dans les hôpitaux. La situation ne peut pas être plus alarmante que ça. C'est bien ça le tableau actuel. Madame Nadouvi, vous êtes syndicaliste depuis des années. Est-ce que vous comprenez le silence vis-à-vis des questions liées aux sollicitations des syndicats du monde de la santé? Je ne comprends absolument rien. Puisque moi-même, j'ai eu à intervenir quand ils se souvenaient des problèmes au sein du corps de la santé. Mais jamais on n'a eu de solution comme ça pour régler les problèmes en question. Quand on a parlé, par exemple, de 9 camarades qu'on a mis, qui sont des auxiliaires, qui sont auprès des malades, qu'on sort bon matin, comme ça, un directeur va dans le bureau, sortez de mon bureau, je ne vous veux plus, sur le lieu du travail. Or, nous sommes tous des travailleurs, lui y compris. Et ces personnes-là sont à la maison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a tenu compte des malades que les camarades là suivaient? Rien du tout. La part du travail qui est abattue pendant que les camarades là sont à la maison, forcément que cette part-là est restée en jachère. Je n'ai jamais rien compris à la réaction des autorités par rapport à tout ce que nous déclamons dans le service de la santé. Moi, quelque part, j'aimerais quand même qu'on m'explique. Quand on va aux informations, on dit que bon, l'administration des hôpitaux, bien des centres de santé, quand on met les choses à leur disposition, ils ne le gèrent pas bien. Mais à qui la faute? Si tu mets quelqu'un dans une boutique, la personne ne gère pas bien, ben c'est un protocole qu'on met en place. Et cette personne-là, on en vient à le sanctionner ou bien à poser des actes qu'on s'était convenu de faire en cas de ce problème-là. C'est ça qu'on fait. On ne reste pas là à juste déplorer la situation et à ne rien faire, tout en sachant qu'il y a des vies humaines qui passent par là et qui ne retournent plus à la maison. Mais c'est le drame, c'est un drame monstre. Je vous disais tantôt que moi, mon neveu, il y a à peine 1 an et demi, est décédé dans la réanimation de la pédiatrie là-bas. Faute de ses soins, de ses outils, l'enfant de 9 ans est parti comme ça. Donc c'est pour vous dire que c'est une histoire de tous les jours. Mais c'est un fend le cœur réel. Quand vous êtes un être humain et que vous vivez cette situation-là, moi je suis traumatisé par le CHU Sylvain Solupi. À chaque fois que j'y vais, je ne suis pas moi-même. Parce qu'à chaque fois que moi j'ai amené quelqu'un là-bas, je ne l'ai jamais ramené à la maison vivant. Partie de mon père, de mes soeurs, de mon frère, de mon neveu qui vient d'être le tout dernier que j'ai amené là-bas. Tant ainsi de quand je vais là-bas, je n'arrive même pas à localiser les services parce que je veux juste rentrer vite sur ressortir. Le camarade, voilà là-bas,
Je suis allé à son bureau plus de 4 fois, mais si vous m'appelez aujourd'hui d'aller, je ne peux pas aller. Parce que chaque fois que j'y vais, je ferme mes yeux, je ferme ma tête, je vais en homme mécanique, juste là-bas, puis je ressors. Vous êtes traumatisé? Totalement, je vous dis la vérité. Je vais poser la même question à vous deux, puisque je ne sais pas si ce que vous décrivez, c'est le Togo. Et Madame Nadouvi Lawson, je rappelle que vous êtes de la STT, et docteur Atiwala du Saint-Faute, et vous décrivez des situations assez graves, et dans le même temps, vous décrivez ce silence où je ne sais pas si on doit parler de mépris, et de la part des autorités qui ne disent absolument rien. Et est-ce qu'on est dans la fiction là? Puisque moi-même je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous sentez ce silence autour de nous quand vous prenez la parole. Parce qu'on ne comprend pas. Il y a un grand silence. Il y a franchement un grand silence. Et ça dit que on ne peut pas comprendre que la santé soit en grève depuis 2 mois et que les autorités ne disent rien. Il y a un problème. C'est plus que du mépris. C'est plus que du mépris. Vous voyez, on est dans une position où, en tout cas, en tant que citoyen, nous avons l'impression comme nous subissons. Nous avons l'impression comme si les autorités sont d'un camp et nous, la population à la base, on est d'un autre camp. C'est comme si une espèce de domination est exercée sur nous en tant que citoyens. Et c'est plus que du mépris. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre? Parler de cynisme? Je ne sais pas comment il faut traduire ce sentiment que j'ai, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un même pays où nous devrions avoir le même objectif, c'est-à-dire le fait que nous avons le seul Togo en partage, que nous devions vivre en commun, le fait que nous sommes ensemble, nous devions nous sentir ensemble. Donc, dans un pays, que certains expriment des difficultés. Et que ceux que nous avons désignés, ceux que nous avons mandatés, ceux que nous avons dit, oui, vous pouvez parler en notre nom, à tous, ceux-là ne disent rien. C'est que quelque part, ils ne se sentent pas parmi nous. Logiquement, c'est la conclusion qu'un citoyen peut tirer. Ils ne se sentent pas parmi nous. Je ne sais pas si on doit se poser la question de savoir si c'est faute de moyens. Je ne sais pas, puisque à vous écouter, vous sollicitez les ministres, les membres du gouvernement, vous n'avez même pas de réponse de tout. Et je ne sais pas aujourd'hui si on doit parler de moyens. Est-ce que vous avez l'impression que peut-être c'est pas faute de moyens qui ne réagissent pas? C'est tout le temps ce qui a été dit. C'est ce qui se dit aussi. Qu'il n'y a pas de ressources. Qu'il n'y a pas de ressources. Mais M. Pierrot Atiobé, dans votre famille, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas besoin de prophétiser ça. Si vous n'avez pas d'argent et vous êtes un père qui gère de façon transparente, vos enfants savent que vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas besoin de prêcher ça tout le temps. Comment est-ce qu'on peut comprendre que nos autorités nous disent qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de ressources? Et dans le même temps, on se rend compte que nous sommes le pays où les flux de capitaux sont les plus élevés. Nous sommes dans un pays où la gestion des ressources n'est pas transparente. Quand vous prenez le secteur minier, vous prenez le secteur bancaire, il y a des banques ici au Togo qui ont été endettées. Et le passif mis sur le compte de la dette publique. Vous prenez notre pays, c'est le plus endetté. Comment est-ce que vous pouvez vivre dans un pays comme ça? Les autorités qui sont aux affaires, elles vous disent, nous n'avons pas de ressources. Et vous avez ces indicateurs-là. À côté de ces indicateurs, vous voyez le train de vie de ces autorités-là. Mais si le pays ne va pas bien, il faut un contrat fondé sur la confiance. Et la gestion transparente fait que tout le monde sait qu'il n'y a pas de l'argent. Et chacun sait quel est l'effort qu'il doit faire pour qu'on puisse entendre sur l'essentiel que le pays marche. Si nous n'avons pas ça, c'était l'heure. Personne ne croira. Nous venons de passer 45 minutes avec nos deux invités et la tradition veut qu'ils posent des questions. Aujourd'hui, je sais qu'aussi ils ont sans doute des préoccupations à soulever, particulièrement pour ce qui concerne
le secteur de la santé, le secteur de l'administration. Les auditeurs vont vous poser des questions, donc vous allez devoir porter vos casques. Je vais rappeler les deux numéros de l'émission, c'est 22 46 19 05, 22 46 19 05 et 96 50 34 37. Nos deux invités, c'est Madame Nanou Wilson de la STT et Docteur Atiwala du Saint-Fort. Allô? Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Amouzouvi, vous êtes en direct, votre préoccupation? Bonjour monsieur. Vraiment, c'est des gens athées. Hier, moi-même, j'étais resté à l'hôpital. Plusieurs jusqu'à 23 heures, j'étais là, un ami avait un accident, il m'a appelé. Vraiment, ce que j'ai vu, c'est ça. La salle même où les gens sont, les filles sont, le dossier dedans, c'est invivable. Les gens venaient, même, ils ne sont jamais venus. On a mis une dame, elle a eu un accident par moto. Elle était restée sur le banca pendant plus de 45 heures de temps avant qu'on le sorte de véhicule qui a amené cette dame-là. Finalement, elle est décédée. Hein? Est-ce que le Togolais aujourd'hui, le Togolais moyen est comparé aux animaux? Hein? Pourquoi ça va se passer comme ça? Pourquoi ça peut se passer comme ça dans cet état où nous sommes? Mais c'est grave. Merci, Moussouvi. Je ne sais pas si il va falloir comparer. Commencez par comparer les Togolais moyens aux animaux. C'est le sens de sa préoccupation, docteur Atiwala. C'est difficile de répondre. Je comprends l'amertume, même la désolation de ces auditeurs qui viennent de téléphoner. Mais il dépeint une situation qu'on vit au quotidien. Et si nous ne faisons pas l'effort, nous ne marquons pas cette pause que nous sommes en train de marquer actuellement, nous risquons de périr tous. Dans sa réponse, on voit très bien que la question des infrastructures est celle qui est posée. Mais si vous allez au service des urgences, mais c'est difficile de passer 24 heures là-bas. C'est extrêmement difficile. Mais on continue par dire que non, les infrastructures ne posent pas problème, c'est plutôt la gestion des hôpitaux. Mais non, il faut de nouveaux hôpitaux. Nous devrions avoir de nouveaux hôpitaux. Ça, nous devrions avoir de nouveaux hôpitaux. Combien faut-il pour avoir un hôpital de qualité? Non, je ne pense pas que ce soit une question qui doit me revenir. Les administrateurs des hôpitaux, ceux qui gèrent les infrastructures hospitalières, c'est à eux qu'il faut poser cette question. Ceux qui sont aux affaires, c'est à eux qu'il faut poser cette question. Bien, merci. Monsieur Atouré, s'il vous plaît, cette chanson de « on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire », nous devons arrêter de la chanter. Vous savez pourquoi? Il y a un grand écrivain économiste, Robert Kiyosaki, qui a dit « quand on veut réaliser quelque chose, qu'on a la volonté, on ne se dit pas « je n'ai pas d'argent ». Quand vous dites « je n'ai pas d'argent », immédiatement votre esprit est fermé. Vous n'avez plus aucune alternative de trouver la solution à votre problème. Parce qu'aucun effort ne peut plus être fait quand on n'a pas d'argent. On se pose la question, comment je vais m'y prendre pour pouvoir réaliser le problème? Nous sommes un État. Et le problème est d'acuité. Le problème est de vie ou de mort. La grande question qu'on doit se poser, comment nous devons nous y prendre pour pouvoir les réaliser? À partir de là, les solutions viennent. Et on commence à éliminer les plus dangereuses. Et finalement, on trouve celle qui nous va le mieux et on y va. Quitte même à le faire sur des années, on y va, on se donne les moyens. Si à chaque fois, chaque année, on se cramponne au budget en disant on ne peut pas, jamais on ne pourra rien faire. Parce que ça sera toujours là à gérer le quotidien, ce qui se fait déjà qui n'est pas assez. Et on va toujours être là-dedans. C'est ça le problème. Madame, deuxième auditeur, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? Oui, allez-y.
Et leur cas est très critique. Je pense que le docteur Assis là-bas, notamment nous apporter une aide africaine. Je pense que tous les mercredis, puisqu'il y a la consultation est faite social, c'est-à-dire que là-bas. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que les gens viennent, même si à Tassamé, que Dieu ne peut je le ferai l'écouter. Mais même rendez-vous le même jour, je dis que les gens ne sont pas dans votre vous êtes obligé d'aller là-bas à 4 heures avec les enfants. Vous voyez cette condition. La dernière fois, j'ai attendu un dynamite sur une radio de la place à l'entrée du campus il y a un investisseur sorti là-bas pour les préparateurs. Est-ce que l'UE est actuellement à cette compétition? Je veux que le 2-3 dans le bois. Je sais que ce n'est pas encore fonctionnel là-bas. En fait, je me fais aider spécialement pour traiter les préparateurs. En plus, c'est une question d'une santé, comment dire, fragile. c'est fragile. Parce que ça, c'est la part. Moi, la mère est décédée à l'hôpital, le temps qui va on est là-bas. Tout ce que je dirais, il n'y a pas de oxygène. Est-ce que c'est possible ça? Bien, bien, merci. Bien. Bien, on a compris le sens de votre intervention, cher ami. La situation des drépanocytaires, en fait, on a vu aussi cette semaine qu'un spécialiste togolais est mort. Et voilà, c'est aussi un vide qu'il a laissé. Et quelle est la situation des drépanocytaires? Oui. Personne nomme le docteur Segbena, Yvon, qui est celui qui se charge de la chaire de l'hématologie et qui s'occupe des drépanocytaires dans le pays. Il nous a quittés. Je profite de vos antennes pour saluer sa mémoire et témoigner toute mon affection à sa famille et tout ce qu'il a apporté à notre pays en termes de formation, en termes de connaissances, en rapport avec l'hématologie et puis particulièrement de la drépanocytose. Oui, les drépanocytaires vivent une situation difficile. Généralement, ils ont des difficultés au niveau du fémur, c'est-à-dire au niveau de la hanche, au niveau des épaules. Même au niveau osseux, ils font des infections à répétition. C'est des maladies difficiles à soigner, qu'il faut voir dans la durée, parce que c'est une maladie génétique. Il faut savoir vivre avec sa maladie. Ça fait partie des maladies quasiment orphelines. C'est des maladies pour lesquelles la prise en charge est compliquée dans nos pays. Mais il y a d'autres pays qui sont... Je peux vous citer le Mali. Le Mali a un programme impeccable de prise en charge des drépanocytaires. Il y a un centre qui a été construit pour les drépanocytaires. Ou les drépanocytaires qui sont en difficulté, qui présentent des complications, où une prise en charge particulière doit être faite. Il y a un centre dédié à ça. Et je crois que c'est ce centre qui devait être implanté, qui devrait abriter le bâtiment dont la construction a été achevée au CHU Campus. Lorsque vous rentrez à gauche, à votre gauche, à côté du pavillon scanner, c'est ce bâtiment qui est là-bas. Mais je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous dire pourquoi ce centre n'est pas opérationnel. En réalité, c'est une difficulté. C'est vraiment une difficulté pour les patients qui souffrent de cette affection grave. Troisième auditeur, allô. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierron. Oui, monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, allez-y. Salut les invités. Bonjour, monsieur. Salut à toi. Moi, je voulais demander premièrement, Ah, votre téléphone. Votre téléphone. Vous êtes au bord de la route? Ça va, maintenant ça va. Oui, allez-y. Je disais, vous avez des contractualisation dont on nous a parlé. Et je disais, comme j'étais avec ce sujet-là. Et dans la foulée, on apprend aussi que l'Européen vient de blanquer en tête de ce projet
en train de partir, je voudrais savoir si c'est une information qui est vraie. Secondo, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression comme si les gouvernants ont une relation avec les privés, ce qui fait qu'ils ont choisi totalement de mettre l'officiel dans un état de la bourse, qui est en hôpital, tous les hôpitaux du pays, les écoles officielles, tout ça, on ne prend pas les problèmes en main, les résoudre convenablement. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, merci Kokou. La première partie de la question sur la contractualisation, docteur Atiwala va répondre tout à l'heure, mais sur la deuxième partie, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement sciemment oui, met de côté le secteur public pour évidemment laisser le boulevard au secteur privé? En tout cas, tout observateur de la vie nationale peut le dire. Puisque rien n'est fait pratiquement, parce que c'est juste un constat de terrain. Ici, il n'y a aucune politique qui est bien écrite, bien ficelée, qui dit, bon, dorénavant, laissons les privés aller prendre le terrain et qu'on laisse tomber le public. Il n'y a aucun document, aucune politique établie en ce sens. Mais c'est dans le constat des faits que nous sommes en train de le voir. Que le public est laissé de côté pendant que les privés se développent et ils ont les moyens. Où est-ce qu'ils trouvent les moyens pour pouvoir avoir tout ce développement? Nous, le citoyen lambda, on ne peut pas le savoir. C'est juste un constat de terrain, il n'y a aucune politique écrite en la matière. En dehors du fait que le ministre de la Santé a proposé au gouvernement, tel que le citoyen vient de le dire, M. Kouakou vient de le dire, une contractualisation de la gestion de nos pays, de nos CHR et de nos CSU. Bon, quand nous sommes allés, nous, en tant que syndicat, à son niveau, pour comprendre, il nous a dit, parce que nous avons certaines inquiétudes par rapport à cette contractualisation, en fait. Et parce que dans les pays où ça s'est opéré, on a vu les coûts des soins augmenter. Et tel que déjà le citoyen lambda a des difficultés à pouvoir se faire soigner dans nos hôpitaux, si on en arrivait encore à augmenter les coûts, ça va devenir une catastrophe. Et il y a aussi dans certains cas où il y a eu des licenciements de personnel, il y a eu des diminutions de salaire et il y a eu pas mal de mesures qui ont atteint les droits acquis des travailleurs sur le terrain. Donc, c'est fort de ces éléments que nous l'avons approché et il nous a certifié que rien de tout cela ne va arriver parce que c'est la gestion économique seule des structures dont il était question de 3, à savoir le CHU Sylvanus Olympio, Blita et Atapamé. Et que c'est juste la gestion qui va être prise en charge par les structures privées en question et que tout le reste resterait encore dans les mains de l'État. Mais nous lui avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Mais comme il a continué à dérouler le programme, sans plus donner les informations qu'il faut pour que nous puissions suivre. Nous sommes là, nous observons et nous irons bientôt d'ailleurs en tournée dans ces 3 coins-là pour voir concrètement qu'est-ce que cela a donné sur le terrain. Je sais qu'il y a Atapamé et Blita qui sont déjà en train de fonctionner ainsi. Sylvanus Olympio pose plus de problèmes. Bon, voilà. Docteur Atiwala, quelle est votre réaction par rapport à la contractualisation? Oui, je ne pense pas que je sois le mieux placé pour répondre à cette question, mais je dirais ce que je pense en tant que praticien en rapport avec cette question liée à la contractualisation. Le concept de contractualisation, ce n'est pas un concept nouveau, hein. Ce n'est pas une trouvaille nouvelle, ce n'est pas non plus une panacée. Parce que des pays, Mme Narou vient de le dire, l'ont expérimenté, ils l'ont tout de suite abandonné. Parce qu'il faut simplement se demander comment un cercle d'intérêt peut venir gérer sans gagner, sans pouvoir gagner, ou sans alors retentir sur les coûts des prestations. C'était ça. C'est aussi simplement comme ça qu'il faut poser la problématique. Alors, on nous dit que Atapamé a été une expérience sur laquelle on peut se fonder et se projeter dans d'autres centres. Je n'ai jamais vu un pays au monde où les recettes d'un hôpital public ont permis d'étendre l'hôpital. Je parle de l'Occident. Et lorsqu'on revient chez nous ici, c'est encore criard. Parce que nos populations sont pauvres. Les coûts des soins en réalité sont subventionnés.
comment est-ce qu'on peut espérer faire des dividendes ou faire des bénéfices et étendre? Parce que c'est l'explication qu'on nous donne. Que la contractualisation va permettre de régler tous les problèmes de la santé. Mais est-ce possible? Moi, je n'ai pas l'intelligence pour comprendre ça. Je ne sais pas si ma camarade autour de cette table peut comprendre cela. Comment est-ce que, par exemple, une radiographie du genou, qui en coût réel coûte 5 000 francs CFA, et parce que c'est dans le secteur public, on veut aider la population, on subventionne une partie, elle coûte 2 500 francs. Comment est-ce que, en amenant la contractualisation, on va pouvoir faire du bénéfice sur les 2 500 là? Parce que le coût réel c'est 5 000. Comment est-ce qu'on peut faire en faisant du bénéfice et pouvoir étendre l'hôpital? Bien sûr, on peut améliorer la gestion. C'est-à-dire le mode de recouvrement, l'utilisation des intrants, la gestion optimale des équipements, ça aussi c'est un problème. Ça peut s'améliorer avec un peu plus de sérieux. Il suffit du sérieux simplement. Est-ce qu'on a besoin que des sociétés contractantes étrangères viennent pomper l'argent de l'État pour dire qu'on améliore la gestion? Je ne comprends pas ça. Mais il y a quelque chose aussi qu'on ne comprend pas. Madame Nanouville a dit, et vous avez appuyé, c'est une expérience qui a été tentée déjà par d'autres pays. Le Togo, visiblement, nous avons, je ne sais pas, l'habitude de tenter bien de reprendre ce qui a été déjà fait ailleurs. On se rappelle la CET, on a parlé d'Elio venu du Sénégal, on a parlé d'autres expériences tirées de ce qui s'est fait au Bénin en matière d'agriculture ou de décentralisation, des choses forcément ailleurs et qu'on replaque ici. Est-ce que ça ne pose pas un problème aussi là? Bien sûr, lorsque vous prenez le concept de contractualisation qui relève des partenariats publics-privés, lorsque vous regardez un peu, le Sénégal a expérimenté ça dans le secteur de l'eau. Ils ont expérimenté ça dans les années 2000 et le coût des prestations s'est élevé de 4%. Conséquence, pression sociale, ils ont abandonné. Vous prenez le Ghana, vous prenez le Botswana, ils ont expérimenté ces partenariats publics-privés, ils les ont abandonnés. Aujourd'hui, c'est ce que nous brandissons aujourd'hui au Togo pour dire que c'est la panacée. Alors que, permettez-moi, M. Pierrot Théobé, alors que, à l'École nationale d'administration, il y a des gens qui sont formés, qu'on appelle les administrateurs, les gestionnaires des hôpitaux. Alors, c'est des Togolais qui sont formés et qui sont nommés dans les administrations des hôpitaux. Ça veut dire que quoi? Ils ne savent pas ce pourquoi ils sont là. Alors, si ça ne marche pas, on réforme cette école. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'aller prendre des sociétés contractantes qui vont venir nous pomper de l'argent. Vous savez à combien on paie les conseils juridiques? Ils sont à des centaines de mille de salaires. Est-ce qu'on a besoin de ça pour nous apprendre à gérer? Mais je voulais dire, parce que ce qui se passe dans le secteur de la santé aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe, je voudrais le dire, c'est un cri de cœur, en même temps un appel. Si rien n'est fait, nous allons passer à autre chose dans le secteur de la santé. Autre chose, c'est-à-dire? Je ne le souhaite pas. Vous allez fermer les hôpitaux? Nous n'avons pas... Bien, vous allez rester totalement à la maison? Nous n'avons pas ce pouvoir, ce grand pouvoir de fermer un hôpital. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais ce que la Constitution, ce que les lois de notre pays nous donnent de façon légale, nous allons l'exercer. Vous allez porter plainte? Vous allez aller à la justice? Vous allez... Je ne le souhaite pas, mais nous verrons tous comment ça va se passer. Bien. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous appelez comment? Oui, c'est papa qui vient de faire mon privé. Oui, allez-y. Ok, bon, tout d'abord, je salue les invités. Je vous salue aussi. Je rappelle comme M. Assi a dit tout à l'heure que la grève ne doit pas être banalisée au Togo. C'est vrai. Mais ce que moi je vois à l'hôpital de côté de la santé, les gens meurent. À l'école, les enfants n'apprennent rien. Ils sont à la maison. Est-ce que, bon, d'un jour à l'autre, les autorités vont vous satisfaire et que tout ira bien dans le pays? Merci. Non, je ne sais pas. Vous avez compris sa question? Non.
Est-ce que vous avez l'impression que vous allez être satisfait? En fait, vu que ils ne répondent, les autorités, elles ne répondent pas à vos différents courriers, à vos sollicitations, est-ce que vous avez l'impression que brièvement, dans le prochain temps, vous allez être satisfait? Monsieur Pierrot Tchéboué, vous n'êtes pas exclu de ce débat. Votre caméraman n'est pas exclu de ce débat. Votre technicien n'est pas exclu de ce débat. Parce que vous avez pris un moyen de locomotion pour venir travailler ce dimanche dans ce studio. Et rien n'est garanti, ce n'est pas que je le souhaite. Rien n'est garanti que vous allez retourner de façon intègre chez vous. Et si quelque chose vous arrive, il faut qu'un centre de soins intervienne. Nous n'allons pas attendre que les choses se dégradent davantage. Je pense que c'est une question de nous tous. Et vraiment, ce qui se passe dans le secteur de la santé, nous appelons la population à arbitrer. Parce que tout homme est un potentiel malade. Tout homme est un malade qui s'ignore. Même si visiblement vous êtes en bonne santé, vous avez des ennuis de santé que vous ne savez pas. Donc, réellement, ce qui se passe actuellement, c'est la question de nous tous. Si on ne peut pas sauvegarder le potentiel humain, ce n'est pas la peine de crier autre chose. Le développement, l'émergence, ce n'est pas la peine. C'est des discours pour rien du tout. Si on ne met pas l'homme au centre, c'est des discours pour rien. On flatte les gens pour rien du tout. Un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Oh, vous appelez comment? Je m'appelle Comi. Oui, Comi, vous écoute. Oui. Pour les deux invités. À la fin de la complicité entre les syndiqués de leur structure et le pouvoir, je m'explique. Vous voyez des gens qui sont recrutés, qui viennent au boulot, qui n'a pas de bureau, mais il est là. Et vous allez dans les établissements, le professeur qui vient, il n'a pas de classe, il n'a pas de table banc, il est là. Vous allez dans une secteur, c'est le même problème. Mais ils sont toujours là-bas. Ils vont absolument rien. Et l'année passée, lorsque le pouvoir avait organisé des manifestations de soutien de ces travaux, ils ont visé l'administration publique. Allô? Yes. Allô? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Ils ont visé l'administration publique, nous se retrouver sur la rue. Donc, quand vous allez à l'université, le bon nombre des enfants, des cadres qui sont là, sont dans les universités privées, jusqu'à Zangira. Quand ils sont requittés là, ils sont malades, leurs familles sont malades, vous les retrouvez dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. À quand la fin de leur complicité avec l'État? C'est ma première question. Seconde question, est-ce qu'ils connaissent exactement leur syndicat? Pour que leur syndicat quitte, je prends seulement les manifestations de cette année. Je dis des professeurs, ils se retrouvent sur le terrain de Forever, même voir des voitures d'État, place verte, sur ces petits maintenant. Bien, merci pour les deux questions. La première question sur la complicité. Merci beaucoup. Merci à l'auditeur qui a posé la question. À quand la fin de la complicité? Moi, en tant que responsable syndical, je voudrais retourner la question à tous les travailleurs togolais et surtout principalement à tous les Togolais. Parce que nous savons que quand on doit quitter les services pour aller faire des manifestations politiques, c'est à un moment donné à la conscience de la personne qui est en train de faire cette chose-là, cet acte, qui est en train de poser cet acte. C'est quand on a peut-être peur de ce qu'on va me faire, bien de ce qu'on va me dire, si je ne vais pas, que les gens font des actes pareils. Ou bien la personne est bien consciente et il s'en va parce qu'il proteste contre quelque chose. Donc, si jamais on assainissait le climat politique dans notre pays, je ne crois pas qu'on puisse avoir encore de cet état de choses-là. Ceux qui s'en vont faire peut-être avec les gouvernants, c'est parce qu'ils ont peur ou bien ils sont convaincus. Il y a les deux cas. Ils sont convaincus que c'est ça qu'il faut faire pour que leur travail puisse durer. Ou bien ils ont peur que s'ils ne le font pas, on va peut-être leur retirer leur travail. Sur la première partie, il y a trop de paramètres dans cette question. Oui, sur la première partie de la question, quand il parle de complicité du travailleur qui doit en principe avoir un bureau, il ne l'a pas, mais il est là. Et un enseignant qui doit avoir
de la craie pour pouvoir travailler. Il n'a pas de craie, mais il est là. Et il ne proteste pas, il ne dit absolument rien. Il attend la fin de la journée pour rentrer chez lui. C'est là où l'auditeur parle de complicité. Vous êtes dans le système, vous êtes syndiqué, vous ne portez même pas de doléances, peut-être à votre... Peut-être que l'auditeur ne m'a pas suivi depuis le début. J'ai dit que la STT, une fois que nous sommes devenus centrales, nous avons fait une tournée dans toute l'administration publique. Nous avons été rencontrer les camarades. Et devant les premiers responsables de ces services, ça ce n'est pas en catimini. C'est une chose que nous avons faite ouvertement devant tout le monde. Et nous avons recueilli les problèmes. Et ces problèmes, effectivement, des gens qu'on met en jachère pour des raisons ou d'autres, et à qui on ne confie pas de travail, qui sont payés. Tout ce problème-là a été relaté. Nous en avons fait une cahier de doléances que nous avons donné au ministre de la fonction publique qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est jamais revenu sur la question. C'est pour vous dire que la STT ne se tait pas. Les gens qui sont dans leur bureau et à qui on ne confie pas le travail, ils ont protesté auprès de leurs autorités. Personne n'a rien dit tel que nous sommes en train de le déclarer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Est-ce que vous formez vos militants ou vos syndiqués? Bon, pour le moment, la STT n'est pas encore très à fond. On en fait. On en fait quand on a les moyens. Ils connaissent leurs droits et leurs devoirs? La plupart au jour d'aujourd'hui, quand même, par les 2 ou 3 formations que nous avons eu à faire, on connaît ce qui est de leurs devoirs et de leurs droits. Oui. Sur les mêmes questions, quand il parle de complicité des syndiqués dans tout ce qui se fait, tout ce qui se passe dans le pays. Non, je pense que l'auditeur a raison. Hein. Lorsqu'on voit, lorsqu'on regarde, on fait une première analyse sommaire, on se rend compte que les travailleurs sont dans un sentiment de peur. Des gens se disent, ah, est-ce que, en revendiquant, est-ce que ça ne va pas m'amener très, très loin de Lomé? Est-ce que ça ne va pas altérer les relations que j'ai avec X, avec Y dans l'administration? Est-ce que même au niveau familial, celui par qui je suis passé pour arriver là où je suis, est-ce qu'on ne va pas me réprimander, etc. Parce que je suis redevable sur un certain nombre d'aspects? C'est exact. Mais là, les travailleurs doivent se lever là. Les travailleurs doivent se mettre debout. C'est la Constitution d'abord. Ensuite, c'est le Code du travail qui nous donne le droit de dire que tel aspect de notre travail ne marche pas, il faut qu'on l'améliore. Nous y sommes là. Même l'auditeur qui a posé la question, je le mets dedans. Nous y sommes. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de fonctionnaires seulement. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle. Parce que ça va nous rattraper. Ce n'est pas une question de fonctionnaires seulement. Que vous soyez du secteur public, informel, privé, nous sommes concernés par les questions dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Tout le monde est concerné. Alors, pour être plus clair, complicité, oui, parce que si nous ne manifestons pas le fait que nous sommes frustrés, le fait que nous n'avons pas les conditions pour travailler dans des conditions optimales, oui, nous sommes complices. Et nous refusons cette complicité-là. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. C'est le chapelle de Couleur. Oui, APLT, vous êtes en direct. Bonjour, docteur Walla et madame Manon. Bonjour, monsieur. Donc, tout d'abord, promettez à vos collègues que vous ne défendez que vous ne défendez que vous ne serez pas comme le ministre M. Blum, qui était un grand syndicaliste et depuis qu'il est nommé ministre, il a changé complètement. Je lui tire quand même chapeau. Bon, pour ma question, j'ai eu la chance de visiter le sud de Trècheville et de Cocody, qui ne sont pas du tout comparables à mes sud. Est-ce que les conditions sont réunies pour parler du sud et Togo? Question adressée au docteur. Merci. Bien, merci. APLT depuis Beurre. D'abord, en fait, sa première préoccupation, je ne sais pas si vous êtes obligé de le faire, de faire une promesse de ne pas trahir les travailleurs, parce qu'il a l'impression que d'autres avant vous ont trahi. Non, je pense que le ministre Blum est une personnalité publique qui fait son travail avec ses convictions. Moi, je ne cite même pas le ministre, en fait, quand il parle de manière générale. Bon, voilà. Quant à moi, personnellement, j'ai des convictions.
Je suis aujourd'hui syndicaliste, je demeure syndicaliste. Je pense que mon devoir, c'est de faire en sorte que le peu que je peux faire dans la société puisse aider ceux qui sont autour de moi, ça puisse aider ceux qui sont dans la communauté dans laquelle je vis. C'est le plus important. Si j'arrive à atteindre cet objectif, je pense que j'ai atteint l'objectif pour lequel je suis sur la Terre. Ok. Alors, la question... oui, CHU de Trècheville et de Cocody. Oui, en fait, est-ce que le centre hospitalier universitaire du Togo ont les conditions, est-ce qu'on peut les qualifier de centre CHU? Non, lorsqu'on parle de centre hospitalier universitaire, il y a des normes. Il y a des normes en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, c'est-à-dire qualification des ressources humaines, et également en termes d'espace. Quand vous arrivez dans la ville d'Abidjan, vous arrivez au quartier Plateau, mais attendez, le CHU de Cocody, c'est des bâtiments imposants. Crashville, qui est un ancien CHU, c'est des bâtiments imposants également. Vous arrivez à Yopougon, c'est des bâtiments imposants. Est-ce que vous pouvez, au niveau des ressources infrastructurelles, est-ce qu'on peut comparer Abidjan et Lomé? Non, mais on compare des choses comparables. Nous ne sommes pas à la hauteur. Par contre, lorsque nous venons au niveau des ressources humaines, mais il y a beaucoup de patrons togolais qui ont formé des Ivoiriens. Il faut savoir que nous tous, nous sommes issus de l'école de Dakar. Tous nos aînés ont été formés à la capitale française de l'Afrique occidentale de l'époque, qui était Dakar. Et où on peut s'amuser à faire le bilan pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas la cheville de la Côte d'Ivoire. On peut se poser aussi la question de savoir nous sommes où par rapport au Bénin. Le Bénin a des maîtres par rapport à nous. Et le Burkina Faso, qui est un pays complètement enclavé. L'hôpital Blaise Compaoré vient d'être inauguré. Il y a un nouveau centre qui a été inauguré il n'y a pas longtemps à Ouagadougou. Mais les hôpitaux poussent partout. Non, mais en fait, je vous ai posé une question tantôt. Vous m'aviez dit que vous n'êtes pas la personne idéale, mais vous êtes dans ce corps, ça fait quand même des années. Vous pouvez avoir une idée sur le milliard, ou les milliards que peut coûter un hôpital de référence, un hôpital... À titre indirect, la clinique Biassa a été construite à quel coût? J'invite les auditeurs à aller cliquer sur Internet, clinique Biassa, coût. Ils pourront s'informer. Et ils vont voir un peu l'architecture de la clinique Biassa. Et ils auront une idée à peu près de ce que peut coûter un CHU. Est-ce que c'est ça qui dépasse le budget d'un État? C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Est-ce que cela peut dépasser le budget d'un État? Si le chef de l'État, le président de la République, sait que si quelque chose lui arrive, il doit atterrir là-bas, qu'on le conditionne, afin que si on ne peut pas le prendre en charge, qu'un avion vienne le chercher. Bien. Nous allons sur la même question, je ne sais pas si vous voulez réagir. Il a parlé de promesses à faire à l'endroit des syndiqués, parce que lui dit qu'il connaît le Togo. Merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement à notre cher ami Atelete que nous sommes, moi je suis juste une syndicaliste à la tête d'une centrale syndicale. Je ne suis pas en train de postuler pour un poste ministériel, donc je n'ai pas de promesse à faire à mes camarades. Ils me connaissent, non, mais en fait, même ils savent qui je suis, et ils m'ont fait l'honneur de me placer à la tête de la STT, que j'essaie tant bien que mal de diriger. Je n'ai pas encore fini cette tâche pour aspirer encore à une autre, et je n'ai pas de promesse à leur faire. Merci. Même si ce n'est pas pour viser un poste quelconque, demain, dans beaucoup de pays en Afrique, et par le monde, on sait que les premiers responsables peuvent être à un moment peuvent être gérés par les autorités. Gérés, c'est-à-dire, vous savez ce que je dis. Cette question, je ne me le suis jamais posée. Parce que moi, mon aspiration, c'est de faire en sorte que le travailleur togolais puisse manger à sa faim, travailler dans des conditions dignes d'un être humain, de rendre un service public de qualité à la population togolaise. Mon ambition, toute ma vie syndicaliste, a tenu à ça. Donc, j'avais réfléchi à la question. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse que l'auditeur attend de moi. Merci. Un dernier auditeur, allô? Allô? On l'a pas. Allô, bonjour. Bonjour. Oh, oui, on vous appelle comment? Oui, madame, ici, allez-y. Voilà. Je tire chapeau à vos deux invités déjà. Et je voudrais dire, avec tous les problèmes sérieux qu'on a là, comment ils trouvent par rapport à mon gouvernement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont méchants, ils sont des affairistes, c'est l'illettrisme, la cupidité qui fait tout ça là?
qu'on ne fait rien depuis plus de 50 ans et que le pays soit dans cet état. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et comment assainir rapidement ce climat politique pour qu'on fasse évoluer ce pays? Comment qu'on doit faire? Bien, merci Madame Messi. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités du Togo, vis-à-vis des questions qui sont soulevées depuis quelque temps, est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont méchantes? En tout cas, tout observateur constate qu'il y a des demandes sociales. Il y a des demandes sociales importantes actuellement et que des réponses adéquates ne sont pas apportées. Et ces demandes ne datent pas d'aujourd'hui. Je pense que ma camarade l'a soulevé depuis déjà 2013, même bien avant 2013, en 2012, en 2010, il y a eu des accords qui n'ont jamais été respectés. Donc c'est d'un. Le respect de la parole donnée n'est pas une valeur pour nous. C'est-à-dire qu'on prend des engagements, il y a des difficultés, on prend des engagements, et une fois que l'apaisement revient, on met ça au placard. Et on revient, refait de nouveaux mouvements sociaux pour que l'accord soit appliqué. C'est un peu à cela que nous assistons. Bien. Alors, est-ce que nos gouvernants sont méchants, ils sont cupides? Il faut établir des faits. On dit que le Togo, notre pays, est le pays dans lequel, en Afrique, il semblerait qu'il y ait le plus fort taux de flux illicites de capitaux. Je constate également que notre pays est le pays le plus endetté de l'espace monétaire. Dans le même temps, je me rends compte que nos ressources, dont la gestion ou dont le capital pourrait être utilisé pour alimenter le budget de l'État et financer les collectivités locales, parce que c'est aussi ça. Le développement, c'est aussi à la base. Et financer les collectivités locales, la gestion de ces ressources n'est pas transparente. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut déboucher sur une crise politique? Ça a mis dans des ingrédients qui composent les petits malentendus que nous avons accumulés depuis les années d'avant les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous mettez ça ensemble, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur une crise politique? Mais justement, nous avons une crise politique depuis quelque temps au pays. Oui, certains pensent à un moment donné que certains sont dans la rue parce que ils sont frustrés sur le plan social, parce qu'ils n'ont pas les soins de qualité, parce qu'ils sont aigris par rapport à un certain nombre de faits. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit maintenant? Monsieur Pierrot Tchiboué, lorsque vous avez votre frère, votre ami, votre cousin, qui est qualifié, c'est-à-dire qui est diplômé, et depuis des années il est chez lui, il ne fait rien. Lorsque vous-même vous êtes malade, vous n'avez pas suffisamment de mesures de protection sociale. Lorsque, autour de vous, les enfants qui sont dans le quartier, à 9 h, vous les voyez dans leur tenue, ils rentrent chez eux. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour l'avenir du pays? Pour l'avenir du bien commun que nous sommes censés protéger et vivre ensemble? Est-ce que ce n'est pas inquiétant? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. L'inquiétude aujourd'hui aussi, c'est que ce que vous décrivez là, ou ce que nous sommes en train de dire, arrive à un moment où le Togo vit sur le plan politique des mouvements depuis un temps. Il arrive que dans certains milieux, on se pose la question de savoir comment expliquer cette coïncidence. Puisque, à un moment donné, on ne vous entendait plus. Est-ce que ce qui se passe là, dans les centres de soins, dans les écoles, dans l'administration, est-ce que ça a des liens avec des mouvements politiques que nous connaissons? Une chose est sûre, c'est la politique qui détermine tout dans un pays. Dans un État organisé, c'est les choix, la façon dont ceux qui ont le mandat du peuple, la façon dont ils exercent ce mandat, c'est ça qui détermine tout dans le pays. C'est la façon dont notre système politique est organisé qui déterminera la politique sociale, qui va déterminer la politique économique, qui va baliser le chemin pour tout. Il est évident que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, qu'il y ait des difficultés sociales. Mais dans le cas du Togo, vraiment c'est important qu'on regarde dans le rétroviseur. Je dis bien que nous avons accumulé des malentendus. Il y a eu des petits problèmes, de petites difficultés qui n'ont pas été soldées. À un moment donné de l'histoire du pays, on a fait comme si.
Mais ces difficultés n'ont pas été soldées. L'accumulation, l'addition de ces difficultés aboutit à ce que nous avons aujourd'hui. Madame, c'est la même question. Est-ce que là, le rapport ou la coïncidence, c'est juste une simple coïncidence? Certains, à des moments donnés, peuvent parler même de manipulation. Merci beaucoup. Cette histoire de manipulation, là, j'étais à la figure depuis 2012-2013. À chaque fois que les travailleurs togolais se lèvent pour réclamer quelque chose, on nous traite de manipuler. Sincèrement, entre vous et moi, est-ce qu'on a besoin que quelqu'un nous dise que vous avez faim pour aller revendiquer vos droits? Et de deux, si à chaque époque, que ce soit maintenant ou hier, on nous a toujours brandi le fait que c'est par manipulation, ou bien c'est des gens qui vous disent d'aller dans les rues. Est-ce que il s'est passé une seule fois où on nous a donné ce pourquoi nous nous levons et nous sommes restés là à revendiquer le problème politique? À mon humble connaissance, le problème politique du Togo dure maintenant depuis des décennies. À chaque fois que nous nous sommes levés, à chaque fois qu'on nous a satisfait un temps soit peu, nous sommes retournés dans nos pénates, nous sommes retournés faire notre travail comme nous devons le faire. Nous ne sommes pas restés dans les rues pour réclamer la situation politique. Alors qu'on arrête de nous taxer d'être manipulés par les politiciens. Donnez-nous la valeur indiciaire, donnez-nous l'indemnité de départ à la retraite. Donnez-nous les statuts particuliers tels que la STT le réclame aujourd'hui pour voir si la STT restera encore dans les rues à réclamer je ne sais quoi. Ça, ce sont des prétextes. Quand on ne veut pas que les mouvements s'observent, on jette des intox à la population pour que les gens soient distraits par rapport à ce que nous disons. Je ne sais pas si ça a été toujours fait ainsi et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis désolé, mais c'est ce que j'ai toujours observé. Je ne sais pas si la STT est déjà allée dans la rue. Je sais que vous organisez des assemblées générales. Et vous prévoyez manifester dans la rue? On n'a jamais été dans les rues. On n'a jamais été dans les rues. C'est le 8 avril, comme on ne nous écoutait pas, le 8 avril 2015, que nous avons voulu marcher. Et ce jour-là aussi, nous ne l'avons pas fait. Donc, je ne sais pas de quoi on nous taxe tout le temps en disant que c'est des manipulations. Je suis désolé. À chaque fois, on nous jette ça au visage pour freiner le mouvement. Et des camarades prennent prétexte de ces intox aussi pour ne pas faire la grève. Moi, je leur dis aussi que je suis désolé. Ces personnes qui leur jettent les intoxications ne sont jamais venues améliorer leur rémunération ni leurs conditions de travail. On fait la promesse depuis des années qu'ils sont personne de ces gens-là n'est venu sur le terrain améliorer quoi que ce soit pour eux. Je suis désolé. Docteur, que chacun fasse la part des choses. Monsieur Fiorati, permettez-moi que je place ce mot-là. Allez-y. Alors, si le gouvernement pense que les syndicats sont manipulés, c'est que le gouvernement est faible. C'est qu'il ne peut pas gouverner. Parce que la manipulation ne peut pas être dans un seul sens. Pourquoi seulement les autorités pensent que c'est l'opposition seule qui peut manipuler les syndicalistes? Si l'opposition togolaise est tellement forte, alors que depuis des années, elle n'arrive pas au pouvoir, elle n'arrive pas aux affaires. Si elle est tellement forte et qu'elle manipule seulement les syndicalistes, c'est que le pouvoir en face a échoué. Vous aviez précédemment dénoncé ce que vous appelez l'opacité ou le manque de transparence dans la gestion d'un certain nombre de faits. Vous avez aussi dénoncé le train de vie des autorités. Et quelque part, est-ce que vous comprenez alors là les revendications qui sont portées sur le plan politique, notamment par l'opposition? Je pense que dans l'espace CEDEAO, les États ont convenu de limiter le mandat présidentiel. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pas moi qui le dis. Les penseurs l'ont expérimenté et ils l'ont vu. Lorsque vous lisez les histoires des peuples, même dans les royaumes, vous voyez un peu comment les royaumes se sont terminés. Je pense qu'un chef d'État, il reçoit le mandat et le suffrage des populations. Il l'exprime pendant 5 ans, il fait bien, il a la possibilité que ce mandat se renouvelle. S'il fait autant bien, on va l'acclamer, mais il va aller se reposer. Il faut qu'il y ait l'alternance, parce que dans l'espace, on a identifié l'alternance comme étant un facteur qui peut impulser le développement. Donc le Togo ne peut pas se soustraire de cette condition. Bien, merci. Madame Nanovi, merci d'être venue. Merci à tous les auditeurs, merci à vous aussi de nous avoir donné la parole au nom des travailleurs togolais. Docteur Ati, voilà, merci d'être venu. C'est plutôt nous qui vous remercions de nous avoir donné cette opportunité.
L'émission elle s'achève ainsi. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.